Le Sprinkler Techno. Donc, bienvenue au podcast Sprinkler Techno. Je suis Pascal Drouin, je suis accompagné de mon bon ami JP Bélanger. Puis on reçoit aujourd'hui Yann Letourneau qui vient nous faire une petite présentation au Agile Tour sur l'architecture web. C'était quoi le titre exact, s'il te plaît? Tu peux me rappeler? Officiellement, c'est architecture web maintenable et testable. Et voilà. On aurait pu appeler ça application web en général, pas juste architecture web. Fait que... Puis aussi un praticien du TDD, on pourra en reparler tantôt. Moi, j'ai bien aimé que tu as pris le temps de mettre ça de l'avant, de faire la promotion de ça, c'est très bien. Donc, off the record, on a commencé un petit peu les discussions. Là, j'ai mis les freins pour qu'on puisse capturer le War Story que notre ami JP allait nous partager. Alors, c'est un War Story qui va vraiment me contextualiser en plus. Fait que je trouve que c'est intéressant. C'est en 2012, c'est probablement la première fois où j'ai vraiment commencé j'avais du UI à faire. Parce qu'on était une toute petite équipe, il n'y a pas personne qui pouvait dire « Moi, je fais juste du back-end, moi, je fais juste du front-end. » Fait qu'on faisait ça en jQuery. Puis... l'époque. On travaillait avec une compagnie, puis il fallait travailler avec une grande banque québécoise. Puis il fallait supporter jusqu'à IE5. Et j'ai jamais pleuré comme ça. Puis on a travaillé tellement fort juste pour essentiellement dire ça marche pas avec IE5, upgrade your browser. C'était à peu près c'est la concession qu'on y avait fait. Parce qu'on se disait, regarde, là, on ne peut pas supporter jusqu'au temps immémoriaux. Là. Puis c'est ça un peu qui me fait toujours un peu freiner sur le web. Il y a toujours des exceptions. On en parlait juste un petit peu avant, là, puis ça me fait perdre patience. Ouais. Moi, j'ai toujours dit à tout le monde que je fais l'informatique, c'est des 0 et des 1, c'est carré. Ça s'en va à bonne place. Si tu mets un 0 quand c'est un 1, c'est certain que ça ne marchera pas. Puis là, les 0 et les 1 pour différents browsers sont complètement déconnectés. Ouais. Puis je suis rassuré de voir des technologies comme React, Angular, etc., qui essayent un peu d'abstraire puis d'un petit peu encadrer le développement autour de ça. Mais en même temps, c'est là que j'ai été un petit peu largué. Honnêtement, quand est venu le temps de dire « Ah, tu pourrais apprendre React », j'ai dit « Ah, ouais, je pourrais apprendre TypeScript », ces affaires-là. À peu près au même moment, j'ai des copains qui me disaient « Hey, TypeScript sur Node, c'est vraiment cool, tu peux faire des affaires avec des lambda functions ». Je suis retourné dans mes vieilles intérêts, disons. Je dirais que 2020, c'est un meilleur moment pour se relancer dans le web. Parce que, mettons, 2016, ça bougeait tellement vite. À tous les jours, il y avait un nouveau framework JavaScript qui sortait, une nouvelle techno, etc. Fait que c'était vraiment le pire moment, entre 2010 et 2016. Là, ça commence à se stabiliser. La poussière retombe. On recommence à avoir des frameworks plus stables. React colle fort, Vue.js colle fort, Angular revient en force. Puis c'est pas mal ces trois-là, généralement. Il y en a d'autres, là, mais ça, c'est les gros. Juste quand t'en nommes 3, tu viens de partir une controverse sur l'Internet super loin. Là. Ouais. Fait que oui, je trouve que on commence à rentrer un peu plus dans où les pratiques classiques du génie logiciel, non pas classiques, les pratiques modernes du génie logiciel, TDD, toutes ces choses-là commencent à rentrer, à être plus exploitables. On est capable de faire plus de choses dans ce sens-là. Puis c'est pour ça que je trouvais ta présentation intéressante parce que je suis entièrement naïf, je regardais ça. Puis en même temps que je regardais, j'étais dans un milieu un peu familier parce qu'il n'y a rien que tu disais, avec des mots différents, là, mais il n'y a rien que tu disais qui me faisait faire comme « Non, il y a encore quelque chose qui ne fonctionne pas ». As-tu un peu le même sentiment? Là? Oui, puis c'est pour ça aussi, à un certain point, que j'ai attendu d'arriver on avait commencé en 2018 avec Félix-Antoine à parler de cet atelier-là, parce qu'avant ça, c'était difficile d'avoir le niveau d'abstraction qui permettait d'isoler des unités de travail comme les web components, puis donc de tester en isolation ces composants. Donc, si on voulait essayer de rendre nos applications plus prédictibles, plus faciles à tester, c'était très difficile parce qu'on n'avait pas les bons outils pour. Mais là, les outils sont rendus disponibles, il y a plein de frameworks qui existent pour ça. Donc, ça fait qu'on peut justement aller chercher beaucoup plus les pratiques de génie logiciel qu'on connaît, qui fonctionnent bien, et les ramener dans le monde du web et avoir un peu le même langage. Entre ces deux mondes qui sont à la base très différents, mais finalement pas tant que ça. Veux-tu, juste pour le bénéfice des gens là, qui n'ont pas eu la chance d'assister à ta conférence, là, nous résumer en grosso modo l'atelier que tu as présenté, là, qu'est-ce que tu mettais de l'avant? Un petit résumé? Oui, monsieur.
En gros, dans mon atelier, je parlais un peu des différentes techniques et pratiques qui nous permettaient d'arriver à avoir des applications qui sont plus faciles à développer, puis qui vont mieux évoluer dans le temps, de manière à arrêter à tous les quelques mois de devoir réécrire au complet son front-end, puis de réutiliser la nouvelle techno. Fait qu'essayer d'avoir des bouts qui sont plus stables et qui évoluent mieux, puis montrer comment on peut utiliser les tests comme un outil de design aussi dans la conception des applications web, comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour valider le bon fonctionnement, puis d'avoir une boucle de rétroaction rapide et sur notre architecture et sur les fonctionnalités qu'on développe. Donc après ça, je parlais aussi des différentes techniques pour découper des composantes, comme par exemple Atomic Design, mais il existe aussi le Block Element Modifier qui, lui, se concentre plus sur le HTML, CSS, mais qui peut nous aider à trouver les différents éléments, les différentes composantes qu'on a dans notre application, de manière à pouvoir avoir quelque chose qui est plus facile à réutiliser, qui est plus facile à faire évoluer, parce que les frontières de notre composante sont mieux définies. Et après ça, j'ai fait un parallèle avec tout le côté stratégie de test dans une app web et comment faciliter la collaboration aussi entre les développeurs front-end, les designers, les intégrateurs, les développeurs back-end et tout ce beau monde qui finalement travaille pour faire des produits qui nous facilitent la vie. Fait qu'en gros, c'est ça. Moi, j'aimerais te féliciter en partant, parce que j'ai trouvé ça super intéressant. Tu es très rigoureux dans ta façon de travailler, donc puis ça se voit. Là, j'aimerais ça être une machine comme toi pour taper au clavier, mon ami. Mais donc, ce qui me fascine beaucoup, c'est que, tu vois, malgré que j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, moi, Atomic, je n'ai jamais entendu parler de ça, tu vois. Fait que c'est ça que je trouve cool en informatique, c'est un domaine où on est constamment ramené à être humble. Parce que, tu vois, ça, moi, j'ai beau avoir, j'approche le 20 ans, tranquillement pas vite, là, d'expérience, puis jamais j'en ai entendu parler de ça. Donc, on peut tout le temps apprendre si on s'ouvre les oreilles et tout. C'était vraiment intéressant. Toujours quelque chose de nouveau, puis il faut vraiment voir ça un peu. J'ai pas écouté le talk à l'Agile Tour qui parlait d'avoir un peu un esprit d'enfant en agilité, mais il faut retrouver cet esprit d'enfant, d'être curieux d'apprendre, d'être curieux de découvrir, d'explorer, de voir comment les choses fonctionnaient, de toucher un peu à droite à gauche pour voir c'est quoi la réaction qu'il y a, parce qu'on perd ça avec le temps, plus on vieillit, plus on se met confortable dans nos pantoufles et on ne voit pas toutes ces choses qui existent qui pourraient finalement continuer à nous faciliter la vie dans le travail qu'on fait, même si ça fait des années qu'on travaille dans le domaine. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on parle d'Atomic, mais j'aimerais ça peut-être rebondir aussi avec une petite war story, comme tu l'as amené tantôt. Moi, le front-end, là, ça a commencé un peu violemment. Là. Mon deuxième stage, quand j'ai... c'était mon premier stage à l'université. Chez AXA Assurance à l'époque, qui est devenu Intact maintenant, on me demande de faire un tree view. Tu sais, comme l'explorateur Windows, là, mais pour le web. Mais à cette époque-là, il n'y a pas d'Angular, il n'y a même pas de jQuery. Là. Avec du JavaScript, des DOM différents pour chacun des browsers, avec toute la composition des événements, les CSS, toutes ces affaires-là, c'est différent, avec évidemment un peu de standardisation côté Firefox et les autres, mais IA qui veut vraiment faire les choses à sa façon. Ça a été une plaie, ça a été difficile, j'en ai fait des cauchemars. J'ai plus voulu faire de JavaScript pendant des années à cause de ça. Jusqu'à temps que vers comme 2008-2009, là, je commence à voir les travaux de Michko Avery avec Angular et tout. Là, j'ai commencé à me réaccrocher. Puis là, je suis un fan fini de JavaScript, TypeScript, Node et compagnie. Donc, je me suis réconcilié éventuellement. Ça a été dur, la relation au début. Ça a été un peu similaire aussi, mon évolution avec le JavaScript. Moi, je suis arrivé dans la vague jQuery. Il n'y avait pas encore Angular et les gros frameworks. Fait que c'était jQuery. Puis ça a été assez rock'n'roll aussi là-dedans. Fait que moi, je me disais à ce moment-là, comme ça ne peut pas exister un langage aussi mauvais que ça, que tu peux faire autant de cochonneries avec. Fait que je me suis dit, non, je ne veux pas trop retoucher au JavaScript. Puis finalement, quand on commence à travailler avec, puis qu'on comprend un peu plus la séparation des concerns, je trouve que c'est quelque chose qui est puissant. C'est quelque chose qui nous permet de bien avancer.
Tout à fait. Il y a du chemin qui a été fait. C'est hallucinant. Quand on commence en ce moment, c'est un peu pour faire du pouce sur ce que tu disais tantôt, Yann. C'est un bon moment pour revenir vers le front-end parce que là, on a des belles technos qui sont en place. Il y a beaucoup d'abstractions qui a été mis par-dessus le low level, puis on peut vraiment commencer à s'amuser. Puis c'est testable. Souvent, ces frameworks-là ont été montés par des gens qui avaient la tête à bonne place, puis la testabilité a été baked in, pour reprendre une bonne expression québécoise. Donc, écoute, j'aimerais ça t'entendre nous parler, à moins que tu voulais peut-être intervenir, JP? Non, c'est beau, vas-y. J'aimerais ça t'entendre nous parler justement là, de ce que tu as présenté tantôt, là, le modèle atome, là, les atomes, les molécules et tout. Je trouve ça très intéressant, puis je pense que ça pourrait être profitable pour nos auditeurs. OK. Mais je vais retourner un peu plus sur l'atomic design directement, comment Brad Frost l'avait décrit, parce que lui, il l'a apporté vraiment dans... Je pense que quand il a commencé à parler d'atomic design, il n'y avait pas non plus React, il n'y avait pas Vue, etc. Il parlait vraiment d'atomic design pour se créer un vocabulaire et des guidelines pour mieux travailler entre designers, intégrateurs et développeurs, pour mieux identifier ces composantes qui reviennent et qui sont réutilisées à différentes sources, pour simplifier toute la gestion de notre HTML et de notre CSS au final. Fait que lui, c'est vraiment sous cet angle-là qu'il l'a apporté, parce qu'il a vu qu'il y avait des tout petits éléments qui étaient très simples, très abstraits, très génériques, qui pouvaient être réutilisés dans beaucoup de contextes et être spécialisés de plus en plus pour offrir des fonctionnalités de plus en plus riches. Mais à la base, moi, quand je le vois, je le vois comme un modèle, comme des guidelines à définir et non nécessairement comme un framework ou comme des outils qu'on peut utiliser. Fait que c'est plus au niveau conceptuel pour pouvoir avoir un vocabulaire commun entre les différentes personnes dans l'équipe. Puis ce que moi j'ai plus travaillé puis qu'on trouve peut-être moins dans le web en ce moment, c'est le rapprochement entre les composantes web et l'atomic design. Parce que comme l'atomic design était décrit avant qu'il y ait des composantes web, il y a encore peu de personnes qui se sont amusées à faire le lien entre les deux. Donc, moi, j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait retirer de ce concept de composante marié avec l'atomic design qui naturellement décrit des composantes pour faciliter un peu à savoir quel niveau, degré de complexité que nos composantes devraient avoir, puis mieux déterminer des frontières claires pour la composante, en gros. Genre où on peut mieux identifier les composantes qui peuvent se réutiliser, juste en ayant un vocabulaire commun pour dire, OK, ça c'est peut-être trop compliqué ou ça c'est peut-être... Exactement. Ça c'est plus un atome. Puis ça va permettre aussi de faciliter énormément parce que si on identifie correctement un certain atome, puis qu'on se dit, ben, finalement, cet atome-là, je veux que ce soit une police en italique d'une certaine couleur, puis qu'on l'a bien identifié, ben, ce changement va se refaire absolument partout parce qu'on a réduit la duplication de connaissances qu'il y avait à travers l'application. Fait que ça vient jouer énormément finalement sur comment est-ce que je centralise ma connaissance à un seul endroit pour qu'un jour, si j'ai un changement à faire, j'ai juste à le faire à cet endroit-là puis que je n'ai pas tout un effet d'avalanche dans tout le reste de mon application web parce qu'elle a été codée toute croche, en gros. OK, c'est un peu... Dans le temps XP, c'est une métaphore. Il ne faut pas s'accrocher à ça comme étant quelque chose d'extrêmement rigide. C'est juste une façon que les développeurs peuvent se parler pour essayer d'exprimer une façon de composer les choses. Exactement. Puis ça peut être une façon de s'aider à identifier la composante en tant que telle. Parce que là, on va pouvoir dire, justement, je parlais dans ma présentation de feedback, de bouton de feedback, puis un vote. Mais on va pouvoir dire avec des mots très clairs, ça, c'est un vote. Puis je peux avoir un vote sur une question, sur un commentaire, sur une photo, n'importe quoi. Donc, ce vote-là, il revient à différents endroits. Donc, ça devrait être une molécule, par exemple. Quelque chose comme ça. Fait que, okay. C'est plus un outil décisionnel, une aide à la décision puis à la communication que des règles à suivre. En fait, il n'y a pas vraiment de règles non plus là-dessus. Puis, tu as des puristes de l'atomic design qui vont pouvoir dire il faut juste que ce soit un élément HTML, l'atome. Mais moi, j'ai pris une petite distance par rapport à ça. J'ai dit c'est un élément de mon domaine d'affaires. Donc, un feedback, un bouton de feedback qui englobe différentes portions, mais ça reste très petit, ça reste un petit atome pour moi. Fait que la distinction entre qu'est-ce qu'est un atome aussi n'est pas super claire. Donc, c'est pour ça que c'est plus une aide que des règles. Mais c'est j'apprécie un peu. C'est un modèle, c'est un repère, tu sais. Oui, c'est ça. Je trouve que le dogmatisme va tuer l'informatique par bout. Oui,
Je suis d'accord. Ah ouais, ben ça c'est vrai. Ben, moi, je l'ai vécu avec les tests unitaires. Ça. Au début, là, j'étais très by the book, tout ça. Puis éventuellement, tu sais, avec l'expérience, en voyant ce qui marche, ce qui ne fonctionne pas, là, tu te dis, OK, on va arrêter de virer fou, là. Ça, c'est raisonnable, ça fait la job. T'es pas obligé de. C'est pareil quand tu commences à faire du Scrum. Tu veux le faire by the book pour essayer de t'encadrer d'un processus de façon de faire. Puis éventuellement, ben, tu évolues, tu grandis, tu peux te détacher de ça et trouver ta propre saveur à toi. Donc, les modèles, moi, je trouve que ça sert souvent à ça. Ça te donne un point de repère, puis après ça, tu peux aller vers autre chose. Exactement. Moi, ce que j'aime beaucoup de ce modèle-là, en fait, c'est le côté agrégation. Donc, c'est des composantes qu'on peut agréger ensemble pour faire quelque chose de plus gros. Donc, on prend des atomes, puis on fait des molécules, puis on prend des molécules, puis on fait des... c'est quoi l'autre niveau? Des organismes. Organismes, merci, et etc. Donc, puis j'imagine aussi, là, tu nous l'as montré à travers le code, là, mais ça montre aussi le flow de dépendance, puis des échanges, des messages et tout. Là. Exactement. Mais ça devient, moi, ce que j'ai remarqué de l'exemple que tu as fait, mais c'est peut-être dû à la simplicité de l'exemple, où ça devient juste un travail de délégation, n'est-ce pas? Tous les éléments, le but, c'est de renverser la dépendance puis de déléguer vers les plus grosses. C'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui décide. Exact. Puis ben, ça, c'est un peu vrai aussi dans le développement back-end ou d'app serveur, etc. Quand on fait de l'orientation objet, quand on fait du fonctionnel, on veut juste échanger des messages puis faire collaborer différents acteurs ensemble. Donc, on peut retrouver maintenant avec ces web components ce même travail dans les applications web visuelles. Donc, oui, exactement. C'est de la collaboration, c'est de la délégation au maximum. Je mettrais un gros bémol, par contre, parce que des fois, je vois la délégation mal faite, puis j'aime pas ça du tout. Oui. Tu sais, quand tu as de la délégation juste pour faire de la délégation, il n'y a rien à chaque niveau. On n'enrichit pas rien, il ne se passe rien. Là, dans ce que tu as présenté, on voyait chaque morceau avait sa responsabilité. Il passait la balle au morceau suivant. Donc, ça, c'est de la bonne délégation pour moi. Si on a, moi, je travaille sur une petite application, une mini-application en ce moment, puis on fait faire ça par des stagiaires au bureau. Puis comment ça fonctionne, c'est que il y a quelqu'un qui les a encadrés. Puis là, moi, je les coach maintenant, puis je reprends ça. Puis je regarde un peu comment ils ont fait leur data access layer. Puis on a un contrôleur qui appelle un service, qui appelle un repository, puis qui appelle la BD, puis il ne se passe rien dans chacune de ces classes-là, jusqu'à temps qu'on frappe le repository qui, lui, fait un appel à Spring Data. Donc, là, je me dis, mais mon Dieu, pourquoi on s'en touche? Il ne se passe rien. On n'enrichit pas à chaque fois. Donc, j'ai beaucoup aimé ton exemple parce que c'était un excellent exemple, justement, de délégation, mais où on voit, justement, qu'on a factorisé les responsabilités à travers les différents atomes, les différentes molécules et compagnie, puis qu'il y a vraiment une plus-value à chacun de ces niveaux-là de délégation. Oui, puis c'est exactement ce que je voulais amener aussi quand je parlais un peu plus de complexité de nos applications, parce que si on a un système qui est extrêmement simple où la BD change toujours en même temps que notre visuel, ben tu veux pas mettre de protection, tu veux pas mettre de délégation, tu veux pas mettre d'abstraction, parce que tu vas devoir tout le temps changer tout ça ensemble, vu que le problème source est lié. Donc, c'est pour ça que vraiment, comme plus on entre en complexité, plus on va isoler les différentes choses pour s'assurer qu'elles dépendent de quelque chose de plus stable, d'une abstraction qui permet de les protéger en cas de changement. Mais ça, c'est seulement parce qu'on veut se protéger. Et s'il n'y a pas besoin de protection, on laisse tout aller, puis on change tout ensemble, puis c'est parfait. Fait que, ouais, exactement. Puis c'est ça aussi. La seule affaire, je regardais dans notre présentation, puis j'ai comme c'est tout est vague, c'est un peu ça l'affaire. C'est quand tu disais on monte dans la complexité, tu disais des pages statiques, puis après ça, tu avais les pages avec des formes, puis après ça, tu avais des grosses applications. Bien, même des plus grosses applications, des fois, ils ont des modèles de données super simples. Il n'y a rien de pire que de rajouter de la complexité et de donner des mal de tête à la personne qui va te suivre. La vieille blague d'écrire du code comme si c'était un psychopathe qui était pour le maintenir et qui connaît ton adresse, c'est quand même pas faux. Il faut qu'on soit capable de faire... Il faut qu'on soit capable de lire le code, puis il faut que ça parle aussi. Puis quand je regardais ton exemple, ça marchait. La seule affaire, c'est que tu arrivais à la fin, puis là, je disais, OK, Redux. Il va parler de Redux. Redux, c'est des affaires que je comprends mal. Il va en parler, puis merde, il met une composante. Il met un component. Je suis comme, OK,
C'est correct. Je vais l'apprendre à un moment donné. Non, mais vraiment, c'était pas mon but de m'embarquer dans du Redux. Puis je voulais montrer justement, tu peux faire des applications web très avancées sans Redux si tu découpes tes choses correctement. Fait que, ouais. Ouais. Mais la raison pourquoi tu as mis un component à la fin, c'est qu'elle fait 0 affichage. Comme ça, tu peux lui donner la responsabilité de parler à l'extérieur. Exact. Puis comme ça, je peux, par exemple, ma composante qui, elle, a la responsabilité de faire l'affichage, la réutiliser dans des contextes différents. Je pourrais très bien avoir un contexte, puis ça, j'ai manqué un peu de temps dans ma présentation, donc je n'ai pas pu l'illustrer, mais avoir un certain contexte où je ne veux pas avoir cette composante qui connecte les données. Je veux pouvoir la réutiliser pour enrichir encore plus par-dessus, pour donner une autre fonctionnalité. Fait que le fait d'avoir apporté la distinction entre je suis une composante qui gère des données ou je suis une composante qui connecte au monde extérieur me donne cette liberté de pouvoir encore plus réutiliser dans d'autres contextes mes différentes composantes. Cool. Ben, c'est un super Salut, j'ai compris, je suis content. C'est un super segue vers une partie qu'on a aimée, JP et moi, là, parce qu'on s'échangeait pendant ton atelier. C'est les critères de qu'est-ce qui constitue une bonne composante. Je ne sais pas si tu aimerais ça revenir là-dessus. Là. Moi, j'aimerais ça te réentendre là-dessus, parce que je trouvais que tu avais des bons critères. OK. Oui, ben les critères, là, c'était le début où j'étais encore pas mal stressé, fait que ça y allait fort. Là. Mais moi, les critères que j'ai vus qui étaient les plus importants à force de développer des applications web sur notre composante web pour la rendre la plus robuste possible, c'est de s'assurer vraiment en tout temps que cette composante fait une seule chose. Tu sais, la philosophie Unix d'avoir une seule responsabilité, de faire une chose, mais de bien la faire, ben, on va essayer d'appliquer ça. Puis comme les composantes, ben, ça vit dans le monde visuel, dans le monde de la présentation, la mission qu'elles vont représenter, ça doit être une mission de présentation. Donc, elles doivent présenter uniquement de la logique de présentation. Elles ne devraient pas avoir toute la logique d'affaires liée là-dedans, parce que la logique d'affaires, c'est un monde différent du monde visuel. Fait qu'on devrait pouvoir les séparer, puis juste donner les données pour qu'elle soit finalement, comme je l'avais exprimé aussi, le plus stupide possible, cette composante. Plus elle est stupide, plus elle fait juste comme prendre l'information puis la présenter, mieux ça va être. Mais après ça, même avec ça, on pourrait se retrouver avec des composantes qui pourraient poser des problèmes parce qu'on veut essayer de pouvoir les réutiliser, ces composantes, dans différents contextes. Fait qu'il faut vraiment que ces composantes soient complètement agnostiques du contexte dans lequel elles vont être utilisées. Ça, c'est aussi une des règles à suivre. Donc, elles ne doivent pas savoir qu'un certain formulaire est utilisé pour poster des affaires en back-end en GraphQL, par exemple. Ne doivent pas savoir où est-ce que c'est utilisé. C'est juste, j'ai un formulaire qui me permet de créer une nouvelle question. Peu importe qu'est-ce que je fais avec après. Puis c'est pareil après ça pour... le but d'une composante, c'est d'être composable. Donc, je vais probablement avoir une composante qui est composée de plusieurs composantes en dessous. Ben, je ne veux pas savoir ces sous-composantes, comment elles fonctionnent, parce que sinon, si elles changent, ben, ça pourrait m'impacter aussi, puis faire un effet d'avalanche sur toutes les autres personnes qui utilisent cette composante-là. Donc, il y a tout un degré de considérer les autres composantes comme des boîtes noires. Généralement, je mets une petite étoile à la fin, parce que dans certains cas, un peu comme dans les classes puis l'orienté objet, on ne veut pas la considérer comme une boîte noire. Mais généralement, faire attention à ne pas savoir tous les détails d'implémentation qui est en arrière. Puis la chose que moi, j'ai trouvé la plus importante à préciser à force de travailler avec des équipes puis les accompagner à concevoir des applications web plus stables, c'est de designer toutes ces composantes en fonction du besoin derrière la composante. Pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Fait que là, la particularité dans la présentation que j'ai faite, c'est que je suis parti du petit feedback tout en bas, puis je suis remonté au bouton de vote, remonté à la question, remonté au feed. Mais ça c'est dangereux parce que ça ne nous dit pas réellement c'est quoi le besoin que j'ai de chacune des composantes. Je les design en fonction de comment j'ai compris qu'elles seraient utilisées et non comment elles devraient être réellement utilisées. Fait que généralement, personnellement, je préfère commencer de l'extérieur, de ma liste de questions, pour voir, OK, je vais avoir besoin d'une carte de questions qui a un titre et une description. Puis après ça, je vais avoir besoin à l'intérieur de ça d'un vote qui a un score et qui me permet d'avoir un feedback, un upvote ou un downvote, etc. Puis on creuse jusqu'à faire émerger l'API de ces différentes composantes en fonction des besoins. C'est parfait pour ça, n'est-ce pas?
Exactement. On peut factoriser les responsabilités au fur et à mesure. On voit que notre question card commence à être grosse un peu, puis elle commence à faire trop de choses. Là, on peut commencer à déléguer ces responsabilités-là vers des molécules ou vers des atomes éventuellement. Exact. Et puis là, c'est là que justement l'atomic design et le principe du block element modifier, le BEM, peuvent aider à savoir, OK, il faudrait que je sépare ces deux composantes, puis que j'extrais une nouvelle composante en dessous. Ça nous donne des indicateurs de où découper en dessous. Oh, mais ça veut dire aussi que quand tu es dans une journée de développement normale, tu ne commences pas nécessairement avec des atomes. Tu commences avec quelque chose que tu perçois comme étant un atome. Ça peut être 3 ou 4 composantes, mais il faut que tu aies les outils pour les séparer. Ça devrait être tes tests. Exactement. Moi, je vais vraiment commencer très, très haut niveau. Généralement, ça va dépendre si le problème est complexe et que j'ai de la difficulté à me faire une tête dessus ou pas. Mais je vais commencer par la page. Fait que je me fais une page qui a presque tout le visuel dedans. Puis au fur et à mesure que je vois que cette page commence à être un peu grosse, ben là, j'extrais des morceaux, je fais émerger mes nouvelles composantes jusqu'à creuser, dig down jusqu'à l'atome. Puis avoir comme, OK, maintenant j'ai eu suffisamment d'exemples. Ceci est un atome qui doit être designé comme ça parce que dans mes différents contextes, j'ai besoin de cette information-là. Fait que j'ai pu l'extraire et le faire émerger plutôt que de le designer d'avance. Fait que ça revient un peu avec le concept d'architecture émergente versus waterfall. Moi, je préfère faire émerger nos besoins plutôt que l'inverse. Mais ça, c'est le style de programmation. Fait que... Je comprends, puis je sympathise. Puis ce que je trouve d'intéressant là-dedans, c'est... Je répète un peu, là, c'est c'est la même chose que je fais quand je fais du back-end. Si tu inventes des classes pour rien, si tu inventes des composantes pour rien, tu es en train de rendre de surcompliquer ton design. C'est mieux de récupérer plus tard. Exact. Cela dit, j'ai tendance à être un petit peu un obsessif-compulsif quand ça vient à. Il me semble que ça pourrait être mieux. Là. Il me semble que j'ai bien des lignes dans cette classe-là. Ça me fait tout le temps un petit peu. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais par rapport à ça. Oui, vas-y. Non, je voulais juste dire qu'on en avait parlé un petit peu hier avec Félix-Antoine Bourbonnais. Je pense que c'est toi qui avais amené ce point-là, JP, que souvent, le code, c'est une représentation de notre cerveau. On en est fiers, tout ça, on se projette là-dedans. Puis souvent, il y en a qui aiment ça aller en complexité. C'est purement de l'ego quasiment. Là. Ouais. Moi, je pense que les gens devraient être encore plus fiers d'être capables de faire quelque chose de KISS, de keep it simple, stupid. Là. Tu y vas le plus simple possible pour que ça soit le plus, le plus facilement appropriable par les autres développeurs qui vont travailler avec toi. Là. Mais moi, ce que j'ai remarqué par rapport à ça, pour la même thématique, à force de travailler avec plein d'équipes, c'est à quel point, en tant qu'ingénieur, puis là, je peux lancer des débats par rapport à ça en arrière, fait que je m'excuse si ça va être polémique, mais à quel point les ingénieurs se retrouvent souvent à essayer de justifier leur rôle, justifier leur travail. Donc, s'ils sont dans un problème simple, ils vont se dire, je suis un ingénieur, je ne vais pas juste faire un problème simple, fait que je vais réfléchir à une architecture complexe, à complexifier mon problème pour faire finalement avoir un défi personnel. Mais c'est ça que je trouve dangereux parce que le problème qu'on résout est simple, mais j'essaie de trouver une solution compliquée qui n'est pas adaptée à ce problème-là. Fait que ça, c'est ce que j'ai remarqué plus personnellement à force de travailler avec du monde, à quel point, puis moi aussi, là, je m'inclus là-dedans. Là. Oui. Moi, on essaie de rendre les choses compliquées pour avoir du fun dans ce qu'on fait, surtout quand on est dans un problème simple à résoudre. Ouais, je l'ai observé aussi, effectivement, puis c'est dommage. Puis souvent, ça vient de développeurs qui sont très bons. C'est ça qui est le truc. Là. La personne n'a pas pensé faire ça compliqué parce qu'elle ne savait pas faire autrement. Il avait envie d'essayer un nouveau framework ou d'essayer une nouvelle pratique ou peu importe. Puis, c'est ça. Ça frise un peu l'égoïsme. On pense pas aux collègues autour. Là, tu sais. Non. Puis on ne pense pas à nous du futur aussi quand on retombera là-dedans, si on retombe là-dedans. Là. Effectivement. Ouais. Juste pour mon dernier commentaire sur un peu cette ligne-là, il y a un guitariste qui s'appelle Robert Fripp, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle King Crimson, qui, à un moment donné, dans les années 80, fin des années 80, a décidé qu'il changeait la façon qu'il tunait sa guitare, juste parce qu'il voulait pas tomber tout le temps dans les mêmes habitudes. Fait que faut qu'on trouve des façons en informatique, des fois, de tuner notre guitare différemment. Ouais. De trouver une façon de travailler différemment, mais pas juste travailler avec un nouveau langage, parce que tu amènes tout ton bagage quand tu travailles dans un autre langage. Fait que des fois, c'est bon de te dire pourquoi je le fais comme ça. Moi, j'aime ça travailler avec les jeunes souvent parce qu'ils me posent la question pourquoi tu fais ça? Si je n'ai pas de réponse d'habitude,
on arrête, on discute. Ouais. Anyways. Non, mais par rapport à ça, moi, ce que personnellement j'aime bien faire pour justement sortir de ces habitudes qu'on a tracées, c'est, mettons que je veux pratiquer mon orienté objet, je vais faire ce que c'est quelqu'un chez ThoughtWorks qui a nommé ça, il a appelé ça des object calisthenics. Fait que c'est comme faire de la gymnastique avec des objets. Donc, tu t'imposes certaines contraintes qui fait que, par exemple, tu dois résoudre un certain problème sans jamais retourner aucune valeur, faire que des fonctions void, en gros. Fait que trouve des façons de programmer ça. Ou alors avoir un seul niveau d'annotation, pas de else, juste un if, ou etc. Fait que c'est donner des petites contraintes qui nous forcent à penser différemment puis à voir comme, OK, dans la plupart des cas, coder comme ça, c'est vraiment laid, mais dans ce cas-là, c'est vraiment hot, par exemple. Fait que juste de penser autrement. Ça, c'est pour l'orienté objet, puis sinon, les katas en général, oui, c'est justement pour ça. C'est une bonne pratique parce que c'est une bonne pratique et je me souviens d'avoir dit à un de mes stagiaires à un moment donné, c'était chez Intact, où j'avais dit fais ton code, mais mets pas de if jamais. Mais juste des stratégies. Puis là, il cherchait. Je dis ouais, mais des fois, ta stratégie, il faut qu'il y ait une factory, fait qu'il y a comme un if, mais tu peux le mettre dans une map peut-être, ou de faire puis c'est juste amener une réflexion que souvent est intéressante. Es-tu dans un dojo quelconque? Moi, ça? Un de vous deux, je vous lance la question. Parce que moi, j'adore les katas. Je trouve jamais le temps d'en faire. Je sais qu'il existe des katas, des dojos. Est-ce que vous participez à ce genre de choses-là, non? Pas des tonnes. Non, j'en ai rarement fait, mais j'en organise beaucoup avec mes clients, dans le sens où moi, j'appelle ça des petites séances d'apprentissage. Fait que des fois, c'est théorique, des fois, c'est pratique. Et puis, on se fait des katas, on se fait des petits dojos comme ça. Puis, généralement, on fait ça en ensemble programming. Là, on programme tous ensemble sur un même clavier. Mob programming. Exact. Ouais, moi, je fais ça aussi beaucoup. Quand je fais de la formation TDD, des choses comme ça, souvent pour briser cette peur-là de ne pas savoir comment faire, puis l'angoisse d'être tout seul à ton poste, puis d'essayer ça pour la première fois, tu le fais en mode programming pour que tout le monde y passe, puis que tout le monde voit qu'il n'y a rien d'épeurant, puis c'est de la pratique. C'est juste ça. Puis moi, ce que j'ai aussi trouvé intéressant dans le cadre en industrie, dans les compagnies, c'est que tu as peur dans du code de production de faire des expérimentations, de faire des essais parce que tu as la pression de livrer, tu as la pression de bien faire, tu as la pression de toutes les pressions qui existent puis que tu te crées toi-même aussi. Fait que le fait de faire des petits dojos, des petits katas à côté, c'est vraiment, OK, je sors de la production, je sors des systèmes critiques puis je peux faire n'importe quoi, je peux tout exploser puis de toute façon, mon code va aller aux poubelles. Puis après ça, je reviens dans le code. Fait que ça permet une plus grande créativité, une plus grande liberté pour apprendre. Non, tout à fait. Moi, je vois ça comme une pratique. Tu sais, dans les sports professionnels, ils font des pratiques, puis ils ont les matchs. Dans les matchs, tu peux essayer des choses, mais ça peut te coûter un revirement, puis tu peux te faire compter. Ce qui est impressionnant avec le développement logiciel, le développement de produits en général, c'est que 100% de notre temps, on le passe à faire des matchs. Oui. On passe presque jamais de temps à faire de la pratique, à s'entraîner pour améliorer comment on fait nos games. Fait que j'amène souvent cette analogie-là avec quand je vais coacher, le fait de comme, hey, on est des équipes, puis la production, c'est notre game, puis il faut qu'on soit de meilleur à chaque game, mais là, on prend jamais le temps de s'améliorer, on fait jamais de pratique entre deux. Pourquoi les grands athlètes font que des pratiques et très peu de games, alors que nous, on fait que des games, puis très peu de pratiques? Fait que... C'est magique, le sport, hein, pour faire des analogies. Moi, j'adore ça. Sérieux, j'en fais tout le temps. Ma préférée, c'est quand j'arrive à faire du coaching dans une équipe, puis là, ils me disent pourquoi on a besoin d'un coach, on n'est pas bon. Ça, je l'ai entendu tellement souvent. Puis moi, ce que je dis, simplement, puis là, Dieu merci, on est au Québec, fait que les gens, ils comprennent bien les métaphores de hockey. Je dis, regarde, Sidney Crosby, ça a été longtemps le meilleur joueur de la Ligue nationale, puis là, c'est débattable s'il l'est encore ou pas. Ce gars-là, c'est le premier rentré sur la glace et le dernier sorti de la glace sur les entraînements. Il s'entraîne tout le temps. Il fait des drills, il pratique son lancer, il pratique ses feintes, il a même été à Tremblant, ça avait fait les journaux ici, durant le temps des fêtes. Il avait vu un gars, midget 3A, qui s'amusait dehors sur une patinoire. Il est arrêté, il a mis ses patins, puis il a commencé à jouer avec le jeune, puis à pratiquer ses drills. Il dit, hey, je suis pas bon pour sortir avec la rondelle du coin, veux-tu me mettre de la pression? Puis on va... Le jeune, ça a changé sa vie. Là. Mais bref, tout ça pour dire que ce que je leur dis, c'est si Sidney Crosby, qui a tous les talents que tu ne peux pas rêver avoir, travaille aussi fort pour aller chercher encore une coche de plus, je dis ici, on peut tous s'améliorer, c'est sûr et certain.
Ça marche à chaque fois. L'engagement, après ça, c'est comme tout le monde fait comme, OK, c'est pas qu'on n'est pas bon, on peut être meilleur. Puis ça change complètement la posture mentale. Puis il y a tellement de choses qu'on ne voit pas nous-mêmes, qu'on fait à tous les jours, qui pourraient être faites de manière tellement plus facile. Tu sais, tous les mauvais réflexes qu'on a, ça te prend quelqu'un de l'extérieur qui observe et qui te donne le feedback. Sinon, c'est très difficile soi-même de se créer cette structure de rétroaction et de feedback neutre. Fait que... Ouais, c'est pour ça que j'aimais beaucoup le pair programming, ces choses-là, parce que tu as du feedback assez rapidement. Même si la personne ne parle pas, des fois, elle devient désintéressée, elle est confuse, qu'est-ce qu'on essaye de faire. C'est d'excellents indicateurs que peut-être que tu es en train de tomber dans tes mauvaises habitudes. Ouais. Ben, c'est de donner de la perspective. C'est ça notre rôle, je pense. Là. Sérieux, oui. Moi, un de mes clients que j'accompagne en ce moment, ils sont en mode prototypal. Ils courent parce qu'ils ont un deadline en février, puis ils veulent être sûrs d'avoir le prototype le mieux peaufiné pour appuyer leur idée puis avoir le budget pour être capable de passer au prochain stade. Mais là, en ce moment, eux autres, ils ont la tête là, dans toutes les directions. Là, moi, ce que je leur ai dit, je m'en viens vous aider, je vais vous coacher. Puis ce que je vous propose de faire, c'est vous donner plus de direction. On va cibler vos objectifs. Je vais vous donner de la perspective. Je vais vous faire prendre des temps de pause parce que vous êtes tout le temps en train de courir. Vous avez besoin d'avoir un peu de recul. Puis c'est ça je vais servir. Eux autres, ils ont comme fait cool. Yes. All right. Hey, je vais me faire l'avocat du diable un petit peu. Oui. Parce que, bon, dans ta présentation, tantôt, tu as parlé de quelque chose. Puis moi, puis JP, on a fait. Puis on voulait juste en revenir là-dessus pour voir. Parce que, bon, les règles, les modèles, tout ça, ça s'applique, c'est contextuel. Puis il y a tout le temps des exceptions à tout. Puis c'est plus là-dessus que je veux t'entendre parler que sur ce que tu as présenté en tant que tel. Donc, je vais juste m'en servir comme un prétexte pour une discussion. C'est que tu parlais, le vote ne doit... attends un petit peu. C'était la question voyait le vote ou un truc comme ça. Donc, c'était quand je suis arrivé avec le vote. Pardon? Quand je suis arrivé pour parler du vote, puis qui connaissait le score, comment l'afficher. Exactement. Exactement. Donc, pour moi, je trouvais que c'était un couplage à l'implémentation parce qu'on savait qu'il y avait une composante vote en dessous. Puis JP, il a réagi un peu de la même façon. Donc, je voulais savoir si c'était un raccourci pour fin de présentation ou s'il y a une réflexion derrière qui t'a amené à dire, OK, bien, dans cette circonstance-là, je fais ce choix-là parce que. Puis s'il y a un processus décisionnel, bien, quel est-il? Alors, pour la démo, c'est un mélange des deux, dans le sens où il y a eu la réflexion très consciente. La conclusion de la réflexion a été, c'est pas une bonne idée de faire comme ça, mais pour les fins de la démo, je vais passer par ça. La réflexion qu'il y a, en fait, en arrière de ça, c'est de savoir comme, est-ce que mes deux composantes, donc dans ce cas-ci, c'était une composante de vote qui affichait un certain score, donc qui collaborait avec une composante de score, est-ce que ces deux composantes-là ont le même cycle de vie? Donc, si, par exemple, j'ai une nouvelle fonctionnalité, est-ce que mon score va changer en même temps que ma composante de vote? Et si, par exemple, si le score change, est-ce que forcément le vote va changer aussi avec? Donc, dans vraiment le cycle de vie de la composante. Si la réponse est oui, ils changent tout le temps ensemble ou ils changent généralement ensemble, alors dans ce cas-là, dans ton test, tu ne devrais pas savoir qu'il y a une composante de vote en arrière. Ça devrait être une boîte noire. Ton vote devrait être une composante plus opaque, de savoir que j'ai délégué une composante de score en arrière. Par contre, si c'est quelque chose qui a vraiment un contrat puis une collaboration forte entre les deux parce qu'ils évoluent à des cycles de vie différents, je vais prendre le cas d'un vote et la question. Le vote et la question, le fait que j'ai ma question qui a un vote, ben ce vote-là, lui, pourrait évoluer à des cycles de vie différents de la question parce qu'il pourrait offrir des affichages différents, des fonctionnalités différentes ou des implémentations différentes par rapport à ma question, mais que pourtant, je ne vais pas changer ma question. Fait que là, c'est important de mettre un contrat clair, explicite de je délègue et je collabore
avec un vote. Donc, ça va dépendre beaucoup un peu, si je fais le parallèle avec l'orientation objet, la réflexion de est-ce que je mets une interface, est-ce que je mets un mock entre ces deux classes pour couper ma dépendance ou pas? Ça va être exactement la même chose dans ma composante, de savoir est-ce que ces deux choses est-ce que le score est un détail d'implémentation de la composante de vote ou c'est vraiment, j'ai deux équipes différentes qui pourraient travailler dessus, les faire évoluer différemment, mais le contrat ne changera pas entre les deux. Donc ça, c'est toute la réflexion qui est en arrière. C'est un peu une longue réponse à ta question, là. Mais dans le cas du score et du vote, probablement que j'ai aucun intérêt à avoir leaké, à avoir montré le fait que c'est une composante de score en arrière. J'aurais dû faire comme j'étais parti à la base, de juste vérifier est-ce que j'ai affiché mon score. Donc, peu importe comment est-ce qu'il est encapsulé par une composante ou quoi que ce soit, parce que le vote et le score vont changer toujours ensemble. C'est quelque chose qui sont intimement liés dans leur cycle de vie. Donc, c'est ça la décision qui est en arrière, exactement comme est-ce que je place un mock ou pas, est-ce que je mets une interface ou pas dans l'orientation objet. Donc, on regarde les axes de changement et les raisons de changer, puis on essaie de regrouper ensemble ces choses-là, puis c'est comme ça qu'on définit nos limites, c'est ça? Exactement. Fait que là, ça a vraiment été simplifié pour les raisons de la présentation. Puis, mais il doit y avoir toute cette discussion puis cette réflexion normalement en arrière de ça. Puis personnellement aussi, c'est pour ça que je vais faire un retour sur le fait que je disais que je préfère commencer par le haut niveau, la page, puis creuser, parce que je vais pouvoir voir qu'est-ce qui est réellement dans le même cycle de vie, qu'est-ce qui change en même temps que les différentes choses, parce que si tout d'un coup, j'ai ma page qui avait un détail d'implémentation, d'affichage, puis que lui change, mais que ça n'a aucun impact sur le reste de ma page, ben, je vais pouvoir me dire, oh, ça devrait être une composante à part, je vais l'extraire. Et puis, je vais déléguer l'affichage par rapport à ça, plutôt que l'inverse. Fait que ça dépend des techniques, mais c'est ça. Ce qui change ensemble reste ensemble. Ce qui change à des moments différents, pour des raisons différentes, sont séparés. Très bien. Ben, ça revient beaucoup au principe solide. Hein? Tu en as glissé un mot tantôt. Là. Moi, j'ai bien aimé aussi ça parce que souvent, les développeurs plus front-end sont moins familiers avec solide. Solide, on le voit plus dans le back-end, mais ça s'applique tout autant là, quand on fait de la programmation en front-end. Exact. Ça va être un peu différent, mais il y a un lien qui est faisable entre les deux, puis on peut s'inspirer de ça va être son premier critère d'une composante réutilisable. C'est une seule mission, c'est la SRP. Hein. Exact. Ouais. Tu allais dire quelque chose? Moi, c'est beau. Moi, j'ai... OK, je pensais que je t'avais... Moi, j'écoute beaucoup plus présentement parce que je trouve ça intéressant. Je suis comme un auditeur filmé. C'est bon. Peut-être une petite dernière. Moi, quand tu as parlé des containers versus présentation. Donc, moi, je me suis beaucoup référé au modèle que j'ai dans Angular. Puis là, je voulais savoir si container, c'était un concept plus React ou c'était plus un espèce de paradigme là, qui s'élève au-dessus des technologies. Je te donne l'exemple, c'est qu'en Angular, je ne sais pas si tu es familier avec Angular. Oui. Donc, tu as des templates, tu as des composantes, ils encapsulent donc les HTML, les CSS, puis la logique de présentation dans une composante. Après ça, si on veut aller vers l'extérieur, ben, on va avoir des services vers qui on va déléguer ce besoin-là de soit persister, soit aller chercher ou peu importe. Puis, c'est le service qui, lui, va utiliser les différentes API, les librairies de Angular comme HTTP, exemple, pour aller faire des posts, des get un peu partout, puis nous fournir l'information qu'on veut voir affichée dans l'écran. Donc, j'ai de la misère un peu à situer container, parce que j'avais l'impression que tu avais aussi, toi, la notion de service dans ce que tu as présenté. Container, c'était une espèce de décorateur par-dessus une composante d'un peu plus haut niveau. Ce serait quoi, dans le fond, l'avantage d'avoir un container en plus d'avoir déjà ce niveau de délégation-là que représente le service? Alors, dans le fond, je vais parler par rapport à l'avantage, puis après ça, je reviendrai un petit peu sur Angular, parce qu'en effet, dans Angular, avec le concept, en fait, n'importe quel framework qui s'oriente plus sur MVC n'aura pas nécessairement ce concept-là de container, vu que le contrôleur peut venir protéger de ça. Le contrôleur va aller chercher les informations, puis remplir les modèles de vue. Donc, c'est un petit peu différent par rapport à ça. Mais le gros avantage dans des systèmes comme React ou Vue.js spécifiquement, c'est que
on est purement dans le monde visuel. Il n'y a pas la notion d'avoir un contrôleur qui contrôle d'où viennent les données, etc. Donc, on n'a pas le choix d'introduire un genre de composant que lui, sa mission est uniquement d'aller faire la colle avec le store à l'extérieur, de faire la colle avec les services à l'extérieur pour aller chercher ces informations-là puis les rentrer dans les composantes en dessous. Parce que dans un modèle comme React puis dans un modèle comme Vue, ce qu'on a au centre du développement, c'est l'arbre de composantes, c'est le virtual DOM. Donc, si on veut s'en défaire, s'en ressortir, on est obligé d'introduire un faux nœud, entre guillemets, qui n'est pas visuel et qui va chercher les informations à l'extérieur pour continuer à respecter le principe de j'ai une seule mission visuelle de mes composantes visuelles. OK. Ah, ça fait plein de sens. OK. Puis, pardonne ma néophytude en React, mais est-ce qu'ils font de l'injection de dépendance en React ou pas? Alors, ça va être particulier par rapport à ça, dans le sens où tu as certaines composantes qui vont avoir un rôle plus de provider, qu'on appelle. Donc, on va donner un provider au tout début de notre app. Puis lui, ce qu'il va aller faire, par exemple, le store provider qui vient avec Redux, c'est qu'il va aller chercher la référence du store, puis il va aller la donner à toutes les composantes à l'intérieur de l'arbre. Ça, c'est une façon de faire de l'injection. Après, l'autre façon de faire de l'injection avec React, c'est via les imports, donc le import des librairies ou des choses externes. Dans l'exemple que moi, je donnais avec mon container qui va chercher un service externe, l'import que je fais, ce n'est pas nécessairement directement sur le service et l'implémentation. C'est sur une genre de factory de service qui va aller aiguiller en fonction de j'ai mon app qui est locale, donc je vais chercher mes faux services, j'ai mon app en production, donc je vais chercher mes vrais services, puis c'est ce que je donne à ma composante. Fait que ça, c'est un autre mécanisme d'injection de dépendance qu'on peut avoir. Il est juste un peu différent, un peu particulier. Ça, c'est spécifique à React, Vue à conçu un mécanisme d'injection de dépendance dans leur framework, par exemple. Vue.js, quand tu déclares ton app, tu peux lui dire « Voici les services que mes composantes auront accès », plutôt que de faire un genre de component provider qui, lui, va fouiller dans tous les enfants en dessous pour leur fournir le truc. C'est juste une approche différente, mais dans le but de donner accès à des services ou des fonctionnalités externes à toutes mes composantes. Cool, merci. Ça, comme je disais, moi, React, j'ai 1h30 d'expérience maintenant en React. C'est bon. Non, c'est drôle parce que je me suis fait approcher par quelqu'un qui voulait du coaching sur les tests automatisés. Puis finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il voulait avoir un développeur React assez à l'aise pour y dire s'il devait utiliser tel ou tel framework, puis c'était quoi les avantages et les inconvénients. On est loin du coaching, là. Tu as besoin de quelqu'un qui fait du React, moi, j'en fais pas. En effet. Je peux l'apprendre, mais j'en fais pas là. Ouais. La dernière petite question que j'ai ici, puis après ça, on va te laisser aller profiter du Agile Tour parce qu'on fait ça vraiment en entrevue d'après-match. Mm-hmm. Tu parlais de tests bout en bout, mais dans le front-end. Pour aller vérifier que ta navigation, tes choses étaient bien interconnectées, puis que tu n'avais pas un vrai serveur nécessairement en arrière. Donc, moi, je trouve ça super intéressant. Puis, tu as parlé de la pyramide, puis tu as parlé de tout ça. Est-ce que tu peux juste peut-être revenir un petit peu là-dessus puis expliquer pourquoi on voudrait faire ce genre de test-là? Alors, en fait, moi, la chose que je n'ai peut-être pas nécessairement précisé, c'est qu'un de mes buts dans la vie, c'est de créer un environnement de développement sécuritaire. Et ça, je le fais avec une stratégie de test réfléchie et vraiment consciente, que j'essaie proactivement de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait mal se produire dans mon application et comment est-ce que j'écris des tests qui vont me permettre d'avoir cet environnement de filet de sécurité par rapport à ça. Donc, la question après ça qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui pourrait mal aller dans notre application à différents niveaux? Parce que si c'est une application qui est très, très, très visuelle, très simple, les seules choses qui pourraient mal aller, c'est le fait que j'ai mal affiché des informations. Donc, je vais faire des tests qui se concentrent là-dessus. Par contre, si j'ai une application qui devient de plus en plus complexe et que j'ai vraiment le visuel qui est séparé des données puis des services externes, je vais vouloir cibler un peu plus précisément chacune de ces portions pour vérifier est-ce qu'elles font le bon travail, qu'elles arrivent à accomplir leur mission qui est de connecter les données extérieures, d'afficher une certaine information, etc. Sauf que ça pourrait ne pas être suffisant pour m'assurer que j'ai vraiment introduit aucun problème dans mon système en production, dans mon application. Et ça, en ayant la rétroaction la plus rapide possible, le seul moyen d'y arriver, c'est de continuer à rajouter des tests automatisés là-dessus.
Puis l'avantage, c'est qu'il existe plein d'outils et de frameworks pour y arriver, pour couper les dépendances au monde extérieur. Parce que le problème qu'on a avec les applications web front-end, c'est que généralement, on les démarre, il faut qu'il y ait une connexion avec le back-end pour avoir accès à des données. Puis, ça, dans un test automatisé, c'est généralement pas possible parce que maintenant, nos apps web sont complètement isolées. Elles parlent à travers un API dans des serveurs qu'on n'a même pas accès, qui sont dans le cloud, qui sont hostés par quelqu'un d'autre, qui ont des limites des quotas d'utilisation, etc. Fait que si on devait tout le temps démarrer toutes ces machines ou avoir accès à toutes ces machines durant nos tests automatisés, ça serait pas viable du tout. Fait que l'intérêt de tout ça va être de définir un contrat très clair entre mon front-end, mon back-end, pour pouvoir simuler ce contrat-là. Puis, je ne me suis pas trop aventuré non plus là-dedans dans la présentation, mais il existe aussi des outils pour vérifier le respect du contrat et la collaboration du contrat automatiquement, comme par exemple Pack.js. Ouais. Donc, Pack.js, exact, va permettre de définir un contrat dicté par le front-end. Comme ça, lui, il va pouvoir le simuler puis rouler tous nos tests de collaboration avec ce contrat-là. Puis on pourra prendre le même contrat du côté de nos back-ends puis vérifier dans le back-end automatiquement est-ce que je respecte le contrat pour ce client-là. Fait que ça va nous permettre après ça de monter plus haut niveau dans notre suite de tests puis valider vraiment est-ce que fonctionnellement je réponds aux attentes de mes utilisateurs avec les différentes choses. Est-ce que quand tu fournis une question puis qu'il y a quelqu'un qui l'a voté négativement, est-ce que tu es bloqué pour ne pas avoir d'autres questions à poser, etc., selon les différentes règles d'affaires qu'on pourrait avoir. Cool. Excellent. Écoute, moi, très intéressant. Je suis bien content de t'avoir rencontré, Yann, aujourd'hui. Oui, c'était un plaisir aussi. J'espère que ça a été plaisant pour toi. Tu n'avais pas l'air nerveux, donc c'est un bon signe. On t'a vu sourire. Excellent. Fait que, on va te laisser retourner au Agito. Tu veux un mot de la fin, JP? Ouais, il faut que j'aille brûler tous mes livres de Struts. Attention, ça pourrait encore être utile. Hein? Il entraîne du monde avec du Struts à gauche et à droite. Merci encore pour ton temps, Yann. Puis, merci beaucoup. On se dit à une prochaine fois. Parfait. Merci beaucoup. Bye.